qu'il y a des questions particulières que vous allez poser sur la thèse, sur ceci, sur cela ou... Alors non, parce que l'idée... C'est pas ça, c'est le parcours en fait. En fait, on va aussi te poser des questions sur ta thèse, mais ça va être des questions assez naturelles. C'est-à-dire que, part du principe que moi, je n'y connais rien. Et moi non plus. Et voilà, et Laura non plus. Moins, je pense. Laura, elle va pouvoir un peu éclaircir tout ce qui est le côté du coup parcours de thèse, où là, elle aura des questions peut-être plus spécifiques. Et moi, vraiment, si on va parler de ton sujet... Et décomposer les mots un peu, essayer de comprendre le sujet, dégrossir quoi. Ouais, on dégrossit la thèse en un peu le sujet, t'explique ce que tu veux pour que ce soit assez accessible à tout le monde. Bien sûr. Ensuite, on fait une partie un peu parcours. Qu'est-ce que tu faisais pour te faire sortir de ta thèse? Est-ce que tu avais des à côté? Il fait un résumé à la fin et on fait les recommandations et voilà. Parfait. Voilà. J'ai bien résumé. Tu as très bien résumé. C'est mon première en tant qu'intervieweuse. Oui, elle est nouvelle. Super. Nouvelle. J'ai l'honneur. Voilà. Bon. Je suis un petit peu stressée, mais ça va aller. Bon. Ça va très bien se passer. Il n'y a pas que toi. Comme ça, il y aura 2 personnes qui sont comme ça avec la voix qui tremble. Dans et après, on dit que c'est moi qui transpire la sueur là-haut, ça va. Hop là. Allez, ça fait 6 minutes qu'on enregistre, on va pouvoir commencer quand vous voulez. Bonsoir Laura. Bonsoir. Comment ça va? Eh ben ça va et toi? Ça va très bien. T'es motivée là pour ce premier épisode? Eh ben écoute, je suis un petit peu stressée, mais oui, je suis très motivée pour essayer de poser des questions pertinentes et faire plaisir aux auditeurs. Eh ben ça c'est un régal. Aujourd'hui du coup, pour la première de Laura, nous recevons une docteure, Maria Gabriella, qu'on va appeler Gabriella du coup, c'est ça? C'est ça, bonjour. Bonjour Robin, bonjour Laura. Et merci de m'avoir invité. Ah bah écoute, c'est tout à fait normal. Ça nous fait plaisir de te recevoir, parce que c'est vrai qu'on a très peu de thèses en sciences humaines et sociales, donc on est toujours ravis d'en avoir, surtout que c'est des sujets toujours très intéressants. On te reçoit donc du coup dans le cadre de ta thèse que tu as terminée en 2018, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. C'était en novembre 2018. Novembre 2018, à l'époque où moi je finissais mes études. Et moi, je commençais ma thèse. Ah bah tiens, ça nous replonge 4 ans en arrière. Et du coup, tu es venu nous parler donc de la reconfiguration des faits dans le discours de presse argentine, la visite des présidents français Charles de Gaulle, François Mitterrand et Chirac, 64, 87 et 97 dans l'ordre des années. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est un sujet que j'ai trouvé passionnant, bien évidemment. On ne s'engage pas dans une thèse quand on n'est pas passionné, en général. Et donc, j'ai travaillé sur ce sujet parce que je suis argentine d'origine, donc je suis en France depuis 15 ans. Et puis, que j'avais engagé, disons, par le passé quand j'habitais encore en Argentine et que j'étais plus jeune, parce que j'ai maintenant 46 ans. Et donc, j'avais fait un master FLE, français langue étrangère. Et puis, j'avais fait, disons, c'est un cas de figure qui n'existe pas en France. Quand on a son master, quand on est diplômé, on peut après faire 2 ans d'assistanat avec un professeur, un PR ou MCF, et donc faire un travail de recherche. Disons, c'est pas une thèse doctorale, mais c'est plus qu'un mémoire de master, donc c'est entre deux, on va dire. C'est une préparation à la thèse un peu. C'est ça. Ah, c'est chouette. Et voilà, et donc j'ai été assistante dans la chaire de culture française et francophone. Et puis, en étudiant un tout petit peu l'histoire, j'ai appris plutôt que De Gaulle s'était rendu en Argentine, et voilà. Et tout a commencé là-bas, et puis je me suis passionnée. C'est vrai que c'était là, du coup, la première question là, qu'on se posait hors antenne avant avec Laura. C'est pourquoi l'avoir axé sur ces 3 présidents-là et pas sur d'autres présidents? Est-ce que c'est les seuls à être allés en Argentine ou est-ce qu'il y a une autre raison particulière? Bon, il y a plusieurs raisons. Ce sont les 3 premiers à s'être rendus en Argentine parce qu'après, il y a eu donc François Hollande
et puis Emmanuel Macron, donc au XXIe siècle. Mais moi, je me suis consacrée au XXe. D'accord. Et puis, parce que, dans la famille, mon papa, il était professeur de français. Et puis, il était un peu passionné de Gaulle. Il avait écrit au général quand il était président. Et donc, on avait des cartes postales à la maison. Et je ne sais pas. L'idée est venue comme ça. Ouais, il y a un petit marqueur aussi personnel sur l'histoire de Gaulle qui touche la famille et tout ça. Exactement. Ouais. Donc, voilà, je voulais voir comment cette première visite avait été accueillie en Argentine et comment, donc, les visites présidentielles pouvaient avoir un impact sur la politique finalement bilatérale. Et donc, j'ai découvert des petites choses pas mal, je pense. Donc, c'est ça, parce qu'en fait, du coup, Non, vas-y. Parce que du coup, tu parlais donc de la reconfiguration des faits dans le discours de presse argentine. Alors, qu'est-ce que tu entends par reconfiguration ? C'est-à-dire que quand on lit ou quand on fait des recherches sur les visites présidentielles en tant qu'événement, on s'attend justement à tout un laïus sur des accords bilatéraux, etc. C'est-à-dire un traitement plutôt diplomatique des nouvelles. Et en fait, dans le cas des 3 visites, les 3 visites ont été un peu réappropriées justement par la presse argentine pour faire parler les batailles politiques, les tensions plutôt politiques qui sont très, très, très présentes dans le pays. Et donc, à savoir le péronisme, l'antipéronisme. Juan Domingo Perón a été un président à 3 reprises. Et en fait, il a... À 2 reprises, il a été d'abord ministre du Travail, et puis après, il a été réélu président. Et si vous voulez, il a vécu dans l'exil. Et quand il a été chassé aussi par une dictature en 1955, et quand De Gaulle s'est rendu en Argentine, il était proscrit. Et donc, il y a eu des assimilations. Parce que Perón était un général aussi, il était militaire. Et donc, on a voulu, si vous voulez, les péronistes ont voulu se réapproprier cette visite et faire croire que De Gaulle venait pour soutenir le retour de Perón, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'assimilation comme ça, mais un peu loufoque, finalement, qui n'avaient rien à voir. Et donc, c'est très intéressant de voir... j'ai étudié 5 journaux nationaux, et donc on voit les lignes éditoriales très, disons, péronistes ou antipéronistes. Et voilà. Et donc, pour moi, les faits ont été tellement reconfigurés que finalement, on ne savait plus... on perdait de vue les visites présidentielles. Surtout celle de Gaulle, par exemple. Donc... Parce que le régime péroniste, on est plutôt sur quel bord politique ? C'est plutôt, on va dire, la gauche, la justice sociale. D'accord. Mais bon, il y a beaucoup... Le péronisme, il y a un livre très intéressant qui s'appelle « ¿Qué es el peronismo ?» C'est quoi le péronisme ? Et en fait, la conclusion, c'est très complexe parce que pendant le péronisme est une tendance politique de gauche qui préconise la justice sociale, mais pendant longtemps, il y a eu aussi des bruits d'accueil de nazis. Donc, en fait, c'est très complexe. Il y a eu un péronisme de gauche, de droite, on ne sait pas trop. C'est un peu un fourre-tout. Et les dernières années, en Argentine, par exemple, ça a pris le nom a changé par le kirchnerisme. C'était l'ancienne présidente Cristina Fernández de Kirchner. Bon, bref, en fait, il y a toute une tradition maintenant qui divise le pays finalement, une radicalité politique très prégnante qui fait que donc quand on parlait de péronisme ou quand on parle encore parce que ça existe encore, voilà, c'est assez délicat. Donc c'est peut-être pas à moi de le définir comme ça parce que c'est presque indéfinissable. C'est un phénomène purement argentin. D'accord. Okay. Voilà. Ah, c'est assez étrange. En fait, c'est vraiment, ça touche tous les bords politiques et chacun se réapproprie le président Perón, du coup, en fait. Oui, exactement. Et puis, vous voyez, les années 45-46, on parle d'il y a longtemps. Et puis,
On parle aussi, il est revenu finalement en Argentine en 1973, et puis après, il est décédé. Sa femme est restée au pouvoir, sa troisième femme, et parce que c'était la formule Perón, Perón, voilà. Donc, on accuse ce mouvement aussi de populiste, mais aussi de progressiste. Bon, bref, il y a plein de définitions possibles. Donc, en fait, c'est passionnant parce qu'on perd de vue les visites des présidents, au détriment ou au bénéfice plutôt de ces tensions, de ces luttes qui sont très présentes. Voilà. Et du coup, en fonction des... Donc là, c'était pour Charles de Gaulle essentiellement. Et pour les autres présidents, c'était dans la même lignée. C'était les mêmes types de revendications et de mouvements qui se mettaient en place par rapport au même président, Perón, ou autre chose qui s'était mis en place? Alors, en fait, c'est une très bonne question parce que les visites, donc, il faut les recontextualiser à chaque fois. En 1964, Perón était dans l'exil. Et donc, voilà, le cas était particulier. Mais en 87, quand Mitterrand s'est rendu en Argentine, le contexte était d'un retour récent de la démocratie. L'Argentine a vécu plusieurs dictatures militaires. Et donc, en 1983, la démocratie s'est rétablie. Après... Bon, disons que depuis 1976 et jusqu'en 83, on a vécu la dernière dictature avec les disparus, etc. Les maires de la place de Mai qui sont très connus, etc. Bon. Et donc en 87, qu'est-ce qui se passe? Le président Alfonsín, du parti radical, mais ça s'appelait comme ça, mais c'était plutôt... c'était plutôt socialiste, on va dire, okay. Une tendance centre, voilà. Et donc, le président Alfonsín était dans l'embarras parce qu'il y avait aussi une fragilité politique qui était revenue. Hein, et donc, certains journaux demandaient la cohabitation du parti politique du président avec le péronisme encore, bien sûr, qui était toujours là. Et parce que les péronistes venaient de gagner l'élection législative. Et c'était un peu le cas de la cohabitation en France avec Mitterrand. Et donc, finalement, on force. Il faisait un espèce de parallèle avec la France en se disant que si c'était possible en France, comme il venait sur place, on pouvait faire la même chose. Exactement. Et c'était... disons aussi pour De Gaulle, c'était donc le retour de Perón. Ici, c'était... c'est-à-dire Mitterrand vient nous parler de cohabitation. Il faut vraiment que il a l'expérience de cette cohabitation. Il va... Exactement. Et donc, mais bon, c'est flagrant et puis c'est grossier parce que on va voir des articles où on parle de cohabitation dans la titraille, mais après on parle du menu qu'ils ont mangé. C'est-à-dire, il y a rien à voir, quoi. Il y a une phrase où on en parle très vite et puis il n'y a rien. Putain, c'est les premiers articles putaclic. C'est ça. Ce sont les... on peut faire une étude, oui, voilà. C'est les voici de... Exactement. Ça sans vouloir taper sur voici, hein, mais... Bon. Donc, voilà. Bon, on pourrait étudier Voici aussi, hein. On peut faire une thèse dessus, pourquoi pas. Et je pense que ce serait très intéressant. Il y a du matériel, hein, en tout cas, je pense. Mais en sociaux, je pense qu'ils vont se marrer. En sociaux, il y aurait moyen de faire un truc super. Par contre, ça veut dire qu'il faut se taper toute la biblio de Voici, quoi. Oh là là. Il y a beaucoup de photos, ça va passer vite. Il y a beaucoup d'articles. Il n'y a pas beaucoup de contenu écrit. Putain, on gardera pas tout sur Voici, on va voir. Donc, Mitterrand, donc c'est ça, c'est la cohabitation. Et donc, il y a en 97 avec Chirac, le contexte est tout autre, puisque le président au pouvoir est un péroniste, mais est un péroniste néolibéral. C'est-à-dire que, voilà, de la gauche, on passe à... C'était le président Menem en Argentine. Et c'est finalement la visite dans laquelle, ou pour laquelle tous les journaux semblent être d'accord, c'est-à-dire que voilà, oui, l'Argentine et la France sont ensemble sur l'échiquier mondial parce que le libéralisme, le néolibéralisme, Chirac, oui. C'est l'espoir de la mondialisation, voilà.
Et donc... C'était peut-être les moins éloignés politiquement, Chirac et Menem, que les autres. Oui, mais c'est flagrant parce que le péronisme est loin du néolibéralisme, mais nous avons vécu 10 ans voilà. Il fait comme Manuel Valls, en fonction des sens du vent. Voilà, on pourrait dire ça comme ça, girouette, je sais pas, mais voilà. Et d'ailleurs, maintenant, justement, les péronistes, ils renient l'ancien président, bien sûr, qui est décédé il y a quelques années. Mais il n'y a pas longtemps. Mais disons que voilà, le péronisme est un mystère. Mais est-ce que du coup, c'est t'as étudié ces questions politiques et on va dire je sais pas exactement le mot, mais en gros de choix politiques, donc que ce soit de droite, de gauche, libéraliste, etc. D'un point de vue plutôt occidental ou vraiment d'un point de vue d'Amérique latine, parce que je suppose qu'il y a certainement des différences entre les deux. Oui, je l'ai analysé bien évidemment dans un contexte plutôt. Bien sûr, j'ai dû faire l'historique finalement de l'histoire de France, un peu, disons, mais du moment, des moments analysés, et puis de l'histoire argentine. Et si vous voulez savoir quelle a été la méthodologie, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris la page des journaux, c'est-à-dire j'ai essayé de faire une analyse, on va dire, une approche sémio-discursive, donc l'analyse du discours. Et donc, en regardant dans la page du journal, quels étaient les... par exemple, je voyais qu'il y avait un article sur la cohabitation pour Mitterrand et Alfonsine. Et donc, je regardais un peu tout ce qui était autour, toutes les autres nouvelles pour voir, parce qu'en fait, il y avait des traces, finalement, des signes partout qui montraient justement la réappropriation. Donc, j'ai essayé de jouer cette carte-là, c'est-à-dire l'analyse du discours, mais aussi l'analyse des caricatures, des cartes, etc. Donc, en prenant la page de journal comme moyen, disons. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... si, tout à fait. Mais c'est assez intéressant En fait, ta démarche, ça a été vraiment de prendre tous ces journaux, et certainement d'autres choses, mais déjà sur ces journaux-là, et de savoir en fait comment étaient encadrées les nouvelles en fonction des présidents. Parce Exactement. qu'en fonction de quel article on met à côté, on fait passer un message différent, etc. Bien sûr, oui. C'était très déroutant. Au début, je ne savais pas trop ce que j'allais trouver. Donc, j'avais l'idée d'analyser ces 3 visites, ces 5 journaux nationaux, et puis de tendances différentes, etc. Mais je ne savais pas trop comment faire. Donc, je me suis rendue aux archives aussi. C'était quelque chose. Parce que les archives en Argentine, c'est pas facile. C'est plus complexe, ouais. L'accès n'est pas top. Et puis, c'était pour l'année 64, c'était des microfilms d'anciens journaux et puis des photocopies. Donc, après, pour scanner, etc. Bon, c'était très compliqué. Ça, c'est incroyable. Moi, ça me fascine. C'est incroyable. En plus, je suis malvoyante, donc c'était un truc... à relire le truc. C'était facile. Descanner, rescanner. Voilà, exactement. Donc, il y a des moments où il a fallu faire une reconstitution archéologique. Voilà. Donc, finir les mots, les phrases, etc. Mais bon, en fait, c'était passionnant, ça aussi, parce que j'étais pas seule. J'avais des journaux qui m'ont tenu compagnie. Voilà, et puis, faire des voyages, se rendre sur place... Et puis, travailler sur ça. Et donc, une fois que j'ai eu... moi, j'ai pris... Parce que les événements, finalement, les visites durent 2-3 jours. C'est pas énorme. Mais moi, j'ai pris 15 jours avant et 15 jours après pour voir un peu les répercussions et la préparation de la visite. Exactement. Et donc, en fait, c'était un corpus énorme. je me disais, ah non, c'est pas grand-chose. Et finalement, c'était un truc... Et à l'intérieur du corpus général, en fait, après, je me suis dit qu'il fallait interroger les textes, lire, regarder, observer. Et c'est l'observation qui m'a permis de voir que finalement, ce que j'ai appelé le glissement événementiel, donc l'événement va glisser
et va changer grâce justement à toutes ces appropriations qui sont de l'ordre linguistique, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va voir, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est typographique, c'est-à-dire les lettres grasses pour certaines choses. La cohabitation, c'était en gras, par exemple. Bon, ce genre de choses. Donc, en fait, c'était flagrant, ça sautait aux yeux, mais bon, il fallait le trouver. C'est carrément un travail aussi de communication, en fait, que tu as fait. Il y a toute une démarche d'analyse de police, de présentation, de mise en page, etc. Oui. Et puis la topographie, voilà. c'est-à-dire, est-ce que c'est à la une, c'est pas à la une. Bon, donc en fait, oui. Et puis avec 5 journaux à chaque fois, il fallait suivre un peu. Bien sûr. Bon, c'est vrai que l'un des avantages que tu as eu, c'est que tu as étudié ça, du coup, donc si tu as commencé en 2018, tu as dû commencer vers 2014-2015. Non, j'ai mis plus de temps, 2013. 2013, d'accord. 2013, parce que je travaille à temps plein. Ah oui, c'est 5 ans, oui, je suis bête. Oui, mais en fait, je travaille à plein temps. Je suis PRCE, donc professeur certifié. D'accord. Et donc, je travaille à l'université, au département de français langue étrangère, en même temps. Et donc, bon. Donc, oui, c'était enseignant-chercheur, donc forcément. C'était compliqué. Ça se fait pas en 3 ans, quoi. Oui, voilà, avec le travail à plein temps. Et puis, j'ai une fille aussi. Oui, tout à fait. Et j'ai un certain âge. Il faut pas l'oublier. On a reçu des thésards bien plus âgés que toi, ça peut te rassurer. Hein. Ah, ça me rassure, alors. Non, bon, après, il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Bah, et tu sais quoi, en plus, c'est vraiment ce que nous disent la plupart des personnes, justement, hors doctorants tout frais, qui sortent du master et qui partent dans le doctorat. Tous ceux qui viennent, qui ont fait des thèses post-études, post-travail, etc. Limite, ça a été un second souffle, en fait, pour eux de partir dans la thèse. Oui, tout à fait. Ce qui peut paraître paradoxal quand on voit la réaction de certains thésards vis-à-vis de la difficulté et de tout ce qui est de mettre en place, du coup, la recherche aujourd'hui. Oui. Mais c'est assez cool que ce soit encore fascinant. Oui, je pense que c'est un parcours un peu inconnu. C'est-à-dire, on se lance dans un projet parce qu'on a envie, parce qu'on croit savoir quelque chose ou pouvoir découvrir quelque chose. Des fois, on met du temps à le découvrir. Des fois, on se décourage. Des fois, on a des difficultés à surmonter. Très souvent même. Mais bon, c'est la vie en même temps. Et puis, on est fier quand on réussit, disons, à finaliser cette étape et à passer à autre chose. Et puis, voilà. Et du coup, en parlant du coup de cette finalisation, au final, qu'est-ce que ça t'a fait soulever comme réponse, cette recherche ? La réponse, c'est que je crois avoir pu démontrer que justement le discours de presse argentine est toujours auto-centré finalement sur la politique intérieure argentine et quoi qu'il arrive, c'est-à-dire on va dire 2 mots sur les présidents ou sur voilà, mais on va revenir toujours au noyau au noyau national, on va dire. Ça d'un côté, mais après ça m'a permis aussi de voir, c'est-à-dire ça m'a donné envie de regarder, disons, de faire l'inverse, de venir voir dans les journaux français, voir comment ces visites ont été traitées. Bon, mais il faut dire qu'après la soutenance de la thèse, je ne sais pas si les autres doctorants ou docteurs vous le disent, ou Laura, toi, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où on a peut-être plus trop envie de continuer avec le même sujet parce que voilà, on est un peu fatigué, on a l'impression qu'on a tout vu, alors que non, peut-être. Mais je pense qu'il faut un peu de temps pour peut-être revenir sur le sujet de thèse, pour peut-être compléter ou peaufiner des choses. Donc ça par rapport disons, à la suite de la thèse. Après, je fais partie d'un laboratoire sur les médias, qui s'appelle le MICA, à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et voilà, donc on travaille sur la communication et sur la presse. Et donc, je suis en train d'élargir l'horizon pour interroger d'autres journaux argentins ou français et sur d'autres thématiques.
Parce qu'en fait, la méthodologie, finalement, m'a montré que je pouvais interroger les pages de journaux, autrement aussi, et ailleurs. Donc, voilà. Et de ton expérience, est-ce que tu t'attends à voir des choses différentes dans la presse française par rapport au traitement ? Est-ce que tu penses qu'ils vont se tourner plutôt vers l'Argentine ou est-ce qu'ils vont être plutôt aussi auto-centrés et faire des rapprochements entre ce qui se passe en Argentine par rapport à ce qui se passe en France ? C'est une bonne question, il faut que je m'y penche. Voilà. Pour donner une réponse rapide, parce que j'avais fait quelques analyses comme ça par rapport à la visite de Gaulle dans mon premier travail en Argentine. En fait, la presse française, par exemple, allait dénoncer plus ou moins ce qui se passait en Argentine, c'est-à-dire les assimilations de façon ouverte, alors que la presse argentine, non, bien sûr. Oui. Donc, la presse française, dans les cas des relations bilatérales avec l'Argentine, a une tendance à être plutôt neutre et montrer ce qui se passe là-bas, ce que là-bas on ne peut pas dire, peut-être. Et puis, oui, peut-être parler de la France, bien sûr. Donc, il faudrait faire peut-être les choses différemment, je ne sais pas. Analyser les visites des présidents argentins en France pour voir ce qui se passe. Pour voir la comparaison et faire une comparaison de pays à pays. Dans l'autre sens, oui. Pour voir si on fait la même chose. Il y avait aussi, ça me fait penser là quand on en parle, je ne sais plus quel organisme ou université qui avait étudié le lien entre du coup les partis politiques et les médias quand ils traitaient des infos de certains sujets. Et surtout, ils avaient mis en lien du coup, donc par exemple, c'est un graphique un peu à 3 entrées, et la fiabilité aussi du coup des propos tenus et de savoir si c'était pas dans les articles par les médias. Okay. Et bon, alors attention spoiler, c'est très étonnant, mais plus c'est centriste et plus les faits sont justes, et plus on tend vers les extrêmes, et plus ça tendait du coup sur des propos de réappropriation, de modification d'informations et surtout de mésinformation. Donc il y a peut-être aussi ce trait-là un peu nouveau à prendre en compte, surtout aujourd'hui quand il y a un gros combat contre la fake news dans les données. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que j'allais venir aussi à cette question, mais comment du coup aujourd'hui sont traitées les informations en Argentine, avec aussi du coup l'arrivée des nouveaux médias comme Internet et comme le déploiement beaucoup plus large du coup des médias indépendants. Et voilà, et du coup pareil, à l'inverse, comment en France on accueille les informations d'Argentine. Oui. Et ce sont des nouveaux sujets de recherche. Donc voilà, en ce moment, moi, je travaille sur... j'avais envie de travailler un peu sur la francophonie, donc la presse francophone aussi d'Argentine, parce qu'il y a certains mini-médias qui continuent à produire du contenu. Et puis, voilà, voir un peu les transferts culturels, etc. Mais bon, comme je continue à travailler à plein temps et que je n'ai pas le statut d'enseignant-chercheur, disons, je fais de la recherche, mais pour l'instant, voilà, j'ai beaucoup de charges de cours. C'est un peu compliqué de me départager, disons, d'avoir du temps pour faire ça. Donc, je fais au mieux. Du coup, j'avais une autre question, c'est est-ce que tu as vu des différences sur le traitement de ces informations en termes de journaux ? Sur les 5 journaux, est-ce que tu as vu des journaux qui se départageaient, qui traitaient l'information de façon complètement différente ou pas du tout ? Ou est-ce qu'ils allaient tous un peu dans la même ligne, même s'ils étaient de partis politiques différents ? Bien sûr. J'ai analysé 5 journaux, donc les journaux pour les auditeurs qui connaissent un peu, les journaux argentins, donc Clarín, Crónica, La Nación, La Prensa, La Razón, voilà, les 5. Et donc, oui, il y avait des différences énormes, notamment, par exemple, entre Crónica et La Nación. Crónica, c'est un journal plutôt populaire, et donc qui développe pas trop finalement les nouvelles internationales ou diplomatiques. C'est plutôt foot, faits divers et d'autres choses, comme ça. Et voilà. Et puis La Nación, c'est un journal assez conservateur finalement qui va, disons, francophile et puis voilà, très tourné vers la France. Donc les différences étaient énormes. Du point de vue du contenu, mais aussi de la, disons, de la qualité finalement de l'article ou de les photos ou
Voilà. Et puis les assimilations, par exemple, pour parler de Crónica et du voyage de Gaulle, Crónica était vraiment pro-péroniste. Hein. Donc il y avait des caricatures. À un moment donné, il parle d'un accompagnateur du président de Gaulle qui s'appelait Pérol. Et en fait, ils font l'assimilation entre Perón et de Gaulle. Et donc, et le titre, c'est Pérol est arrivé. Alors, pour dire que, voilà, que de Gaulle arrivait pour soutenir le retour de Perón. Donc, la nation, c'était... Oui, il y en a qui étaient complètement pro et d'autres complètement contre et qui avaient une ligne politique plus ancrée, et d'autres qui étaient plus loisirs de base et qui traitaient l'information un peu parce qu'il faut la traiter, mais moins dans le fond du... Exactement. Et donc, voilà. Et puis, tous les symboles aussi du péronisme. Par exemple, les tambours. Hein, el tambor, c'est très... los bombos, comme on dit en espagnol. Qui font partie un peu du folklore péroniste, des manifestations, voilà. Donc on voyait des images comme ça, et puis les manifestants qui se sont rendus avec des pancartes de Perón et de Gaulle en même temps, bon bref. Donc oui, le traitement est très très différent. Et autre question sur ça, est-ce que tu as eu des articles de journaux, même si c'était un ou de temps en temps, qui traitaient la formation de façon factuelle et qui essayaient jamais de la rapporter à l'Argentine? Ou est-ce que c'est 100% des articles ont essayé de tendre un peu et de rapprocher à leur situation politique? Il y en avait, mais c'était surtout pour montrer l'itinéraire, par exemple, c'est-à-dire montrer un peu l'agenda du président. C'est-à-dire, c'est factuel, ça. Ça, c'est factuel pour le coup. Mais après, il y avait plein des petits clins d'œil comme ça, qu'ils avaient cherché un lit pour De Gaulle, par exemple, ils ne trouvaient pas parce qu'il était trop grand, des choses un peu anodines. Des anecdotes comme ça, ça, j'ai pas analysé, oui. Mais j'aurais pu, mais bon, c'était pas le but de la thèse. Mais oui, par moments, c'était rigolo aussi. Mais parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du coup de ces choix politiques par les journaux de parler de telle ou telle manière de sujet, mais par rapport du coup au peuple et à ce qui était ressenti dans ces périodes-là, est-ce qu'il y avait une certaine forme de cohérence ou est-ce que vraiment les journaux étaient plutôt en dehors des faits et de la pensée principale, on va dire? Mais je pense que les journaux reflétaient finalement ce qui se passait en Argentine à ces périodes-là, puisque voilà la période de proscription du péronisme en 1964, et puis la présidence, donc que j'ai pas nommée, c'était le président Ilia, Arturo Ilia, qui était radical aussi comme Alfonsine. Donc disons c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez un peu le foot argentin. Boca et River Plate. En France, qu'est-ce qu'on dirait PSG et OM. Voilà. Bon, les radicaux, comme le classico. Voilà, le classico. Mais les péronistes et les radicaux, ce sont, c'est un match, tendu. Et donc, en fait, pour revenir à nos moutons, j'ai perdu le fil. On parlait de foot en même temps. Ouais, du coup, c'est ça. C'est donc, du coup, plutôt les journaux étaient assez représentatifs de ce que pensait le peuple à ce moment-là. Exactement. D'accord. Et c'était ça parce que la société était divisée et ça continue, d'ailleurs. Ça continue. Et puis, c'est de plus en plus compliqué, même si on ne vit pas les mêmes problématiques de l'époque, bien sûr. Mais je pense que les journaux reflétaient ce qui se passait dehors et peut-être l'amplifier, bien sûr. Parce que il y a tout un phénomène aussi, il faut vendre et convaincre les lecteurs. Donc voilà. Mais en plus, c'est vrai que quand tu nous le décris, il y a eu quand même 3 grandes périodes assez importantes. Il y avait plutôt du coup une période très divisée sur la période de l'arrivée de Gaulle, quelque chose de plus, comment on dit déjà, militaire sous Mitterrand, et sous Chirac, c'était plutôt comment? C'était un peu plus une ambiance post. Je sais pas le terme, ça m'énerve quand c'est les militaires qui dirigent.
Oui, démocratique. Ah ben non voilà, peut-être un peu plus démocratique, voilà, Oui. sous Chirac. Disons que sous Mitterrand, c'était le retour de la démocratie, mais la démocratie était fragile Oui. encore. C'est ça le problème. Et puis, l'Argentine a connu beaucoup, et connaît encore la crise économique et sociale. Ouais. Et donc, il y avait beaucoup d'inflation, donc c'était très compliqué. Et disons qu'en 97, lors du voyage de Chirac, la situation n'était pas non plus super extraordinaire, puisque c'était la fin presque la fin du deuxième mandat de Menem, et que c'était, c'était presque la porte de la dernière grande crise économique que l'Argentine a vécue en 2001. C'est il y a 21 ans, maintenant 20 ans, une crise vraiment marquante qui a été provoquée justement par les décisions politiques et économiques de Menem, qui a mis une parité de la monnaie, la parité un peso, c'est le peso, c'est notre monnaie nationale, et donc $1. Et donc, c'était fictif, ça a fait exploser l'économie. Et en 2001, on a eu le président de l'époque qui est parti en hélicoptère. On a eu, je ne sais pas, 3 à 4 présidents en une semaine. Bon, C'était très compliqué. Et le retour du troc, par exemple, les banques qui prenaient l'argent des gens, donc on était expropriés. Donc, c'était très complexe. Et tout ça, c'est à cause des politiques, de Menem, ménémistes, on dit aussi, péronistes néolibérales, voilà. Donc en fait, je parle de ça, ça dépasse la thèse en fait, non Bien sûr. Mais c'est pour dire qu'à chaque période, dans tous les cas, il y a eu des problèmes socio-économiques très profond, parce que l'Argentine est un pays jeune, comme tous les pays latino-américains. Disons qu'il y a 200 ans d'indépendance, un peu plus, mais voilà. Donc c'est un peu dommage parce que il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de potentiel, mais bon, après. Le peuple choisit. Pour un peu du coup conclure tout ce que tu nous disais là, c'est qu'il y a vraiment un côté, ce que tu as mis un peu en évidence, c'est une certaine fracture sociale et politique en fait dans ce pays-là. Oui, tout à fait, Okay. Tout à fait. Et c'est vraiment un problème politique de fond qui déchire même les familles actuellement. C'est-à-dire que c'est pas simple. Bon, après. Je laisse les sociologues, les psychologues et les autres spécialistes le détailler. Trouver des solutions. Moi, j'analyse que la presse. Voilà. Et pardon, vas-y, je t'en prie. Non mais ok. Alors par rapport à ça justement, j'ai une question complètement naïve parce que je suis pas du tout du domaine, mais est-ce que tu avais des articles ou des thèses qui avaient déjà été faites sur d'autres parallèles, mais sur d'autres pays qui auraient pu t'inspirer pour ta thèse, pour essayer de comprendre le contexte en Argentine par rapport à la France, mais si tu avais comparé avec d'autres pays où ça a pu se faire peut-être? Non. Je n'ai pas trouvé. J'avais regardé rapidement une visite de De Gaulle en Espagne, mais j'ai pas trouvé la même, la même problématique. Donc c'était vraiment plus spécifique à l'Argentine et à la façon dont eux traitaient ce type de déplacement politique. Oui, et je ne m'attendais pas du tout à ça au départ. Moi, je pensais que j'allais faire une analyse du discours classique. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, comme d'habitude. Puis ce que je voulais faire au début, ce n'est pas ce que j'ai fait à la fin. C'est comme toujours. Oui, bien sûr. D'habitude, un grand classique, le classico. C'est ça. Voilà. Mais voilà. Donc... par contre, il y a un auteur qui m'avait, frappé, qui m'avait plu. C'est Pascal Lardelier, qui parlait des entrées royales. Donc, j'ai fait un parallèle entre les visites présidentielles et les entrées royales dans les villes et tout. Et donc, il parlait du livre des entrées, qui était un peu
les prémices ou les antécédents lointains des articles de presse, finalement. Et donc, il racontait que les livres des entrées royales étaient préécrits. Et puis, on ajoutait un tout petit peu ce qui s'était passé en 2 lignes. Et donc, j'avais trouvé ça, disons, très pertinent par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'un article de presse qui raconte juste une visite. Mais finalement, non. Disons, il y avait plein de choses qui n'étaient pas prévues parce qu'il y a eu toutes ces appropriations, finalement. Oui, bien sûr. Ok. Moi, je posais juste une petite question pour conclure du coup sur ce que vous disiez jusqu'à présent. C'est vrai que du coup, t'avais dit que tu avais fait un parallèle du coup avec plutôt l'Espagne au début. Mais c'est vrai que l'Espagne et l'Argentine, on n'est pas sur le même continent, on n'est pas sur la même histoire. Et tu n'as trouvé aucun article sur le monde du coup, aucun article, aucune thèse, aucune recherche sur d'autres pays d'Amérique latine hispanophones. Si vous voulez dire par rapport aux visites des présidents français. Oui, c'est ça, par rapport à ton sujet ou... Non, j'ai pas eu connaissance. Il y en a peut-être, mais je n'ai pas eu connaissance. Et puis, je voulais pas trop me laisser influencer par des sujets, disons. Parce qu'après, on a une tendance aussi... Oui, à essayer de faire la même chose. Enfin, sans faire exprès, à avoir inconsciemment déjà des trucs précablés où on va se dire on va partir sur ça, etc. Donc, en fait, je me suis laissée porter par les textes, parce que je lisais, et puis voilà. Et du coup, c'est toi qui as choisi ton sujet de thèse. Oui, c'est moi. Tu l'as construit de A à Z. Et tu étais avec un directeur ou une directrice de recherche. Un directeur qui s'appelle Dardo Scavino, à l'université donc, de Pau et des Pays de l'Adour. D'accord. Et donc, il est argentin, il est philosophe. Et voilà, donc il suivait bien, disons, tout le... C'est intéressant d'avoir eu un directeur de thèse, du coup, philosophe, qui a pu rajouter, du coup, encore une autre couche de lecture sur ta recherche. Oui, c'était très enrichissant et puis, très formateur parce que, moi, je suis à la base enseignante de FLE. Donc, rien ne me prédestinait à travailler sur l'Argentine. Mais en fait, si, quand même, il y a un pont très important. C'est la France, c'est la francophonie. Et puis, j'ai écrit en langue française, bien sûr. Et donc ça, c'était un peu dur parce qu'il fallait traduire toutes les citations. Et moi, j'aime pas trop traduire, du coup. J'ai écouté mon directeur qui m'a dit de le faire. Et j'étais contente parce qu'après, j'ai pu avoir dans le jury une spécialiste de la presse qui n'était pas hispanophone. Donc, c'était important quand même. Donc, il faut toujours écouter. Quand on peut. Oui. Alors, du coup, pour aller doucement du coup, sur ta vie un peu plus personnelle, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à t'intéresser du coup à ce sujet-là, du coup, entre ce mélange France et Argentine, et pourquoi du coup être venu en France faire cette thèse et pas du coup en Argentine? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, mon papa, il était professeur de français, donc depuis toute petite, moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait plein de livres en français. Moi, je parlais pas français, mais bon, et puis une fois ou deux par an, il y avait un Français qui venait disons, le directeur de l'Alliance française, donc qui venait manger à la maison, et je regardais mon père qui parlait français. J'étais j'étais vraiment sous le charme de cette langue, et puis voilà. Et petite, j'ai commencé à apprendre le français. Puis, quand il a fallu choisir une formation, je me suis dit que je voulais devenir prof de FLE. Puis j'ai quitté donc ma ville natale. Professeur de FLE. Et c'est français langue étrangère. D'accord, ok. Donc certains disent FLE et d'autres FLE. Voilà. FLE, ça fait un peu parti politique quand même. Exactement. Donc on veut pas tout mélanger. Bon, après c'est une cause. On aime le français, puis on le défend, et puis voilà. Et c'est vrai qu'on est une filière pas très reconnue dans les universités, puis partout en fait. Il n'y a pas de concours spécifique pour le FLE. Il faut passer par d'autres concours de l'éducation nationale si on veut travailler. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais pour revenir à tout ça, j'ai fait mes études et puis, en fait, je suis en France pour des raisons personnelles
Et je suis tombée amoureuse d'un Français. Voilà. Dis donc. Voilà. Et puis, la rencontre s'est faite de façon bizarre parce que j'ai participé à Question pour un champion spécial francophonie. Oh, Mais non. Si, pour représenter l'Argentine. Et c'est puis, Julien c'était- Lepers. À l'époque, c'était Julien Lepers. Ah. Maintenant, c'est Samuel Etienne. Tout à fait. Attention. Samuel Etienne. Non, non, non. Voilà. Et donc, voilà, j'avais fait le déplacement à Paris donc en 2006 pour participer à l'émission. Et mon mari, disons, maintenant, depuis quelques années, m'a vu à la télé, un Bordelais. Voilà. Et donc, c'est pour ça C'est un que... Bordelais en plus. Incroyable. Voilà. Et donc, l'histoire personnelle, voilà. Et puis, arrivée en France, j'ai été lectrice d'espagnol à l'université. Et puis, parce que le FLE n'ayant pas de concours, c'était très difficile. Et puis, j'ai passé un concours de l'éducation nationale, le CAPES, Oui. externe d'espagnol. Mais l'espagnol n'était pas ma spécialité, en fait. J'étais hispanophone, mais j'avais fait des études de français, finalement. Donc, voilà, un mélange, voilà. La langue d'Argentine ça se rapproche plutôt de l'espagnol ou il y a vraiment des différences? Disons que oui, il y a des différences. On a une prononciation un peu particulière. Par exemple, vous parlez un peu espagnol ou pas du Pas tout? du tout. Pas Je du fais tout. allemand. On a fait tous les deux LV2 allemand et je pense qu'on n'a rien retenu. Non, on n'a rien retenu de Bah l'allemand. non. Bah, il ne faut pas le Tu vois. dire parce que les profs peuvent écouter. Alors, Oui. ça remonte. Oh, Bon. Du coup, pour vous dire n'importe quoi, par exemple, je vous dis, je m'appelle. Hein, on dit Mais un mot? voilà. Ok. Mais en Argentine, on dirait me chamo. Me chamo. Mais chameau. Ok. Ok. Me chamo Gabriel. Voilà, par exemple. Bon, il y a des différences phonétiques et puis un peu de conjugaison. Et puis aussi, mais on se comprend très bien. C'est-à-dire, Oui. après, il y a des régionalismes. Voilà. On est. Mais est-ce que c'est des différences comme le français pourrait avoir avec le français québécois ou est-ce que c'est des différences vraiment très comment on dit Local. Non. ouais Qu'est-ce de, que tu cherches? de patois un peu Ouais, tu c'est vois ça. Entre quelqu'un de la région PACA et quelqu'un de Bordelais, on se comprend, mais voilà c'est ça. Oui, on les se comprend pas tout le chocolatines, les poches, tout ça. Non, voilà, c'est tout ça. ça. Ou par exemple, juste la façon de prononcer les mots. Je sais que je me fais engueuler par les gens qui sont pas du sud et qui disent pas, qui disent rose et pas rose. Et nous on dit rose. Bon, ben. Voilà, en Voilà. gros, est-ce que c'est surtout des différences d'accent ou est-ce que c'est vraiment des différences vraiment dans la structure de la langue Il y a des différences de conjugaison parce que, par exemple, en Espagne, on va dire, pour tutoyer, on dit tout. En Argentine, on dit surtout, on peut dire tout, mais on dit vos. Bon, ce sont des anciennes formes qui existaient en Espagne avant, mais bon, qui ont évolué en Espagne, pas en Argentine. Mais on se comprend très bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Hein, pour demander une bière, ça va, ça passe. On a salvé ça pour le faire. Voilà. Non, moi, Celle-là, j'ai même bien ça, j'ai retenu. pas. Moi, ça, j'ai pas. Très bien. Comment t'as vécu ta thèse? Comment j'ai Question très large hein, pour commencer. Oui. Comment j'ai vécu ma thèse? Ouais. Avec joie, avec incertitude, avec des fois dans la solitude la plus complète, des fois très fatiguée, jusqu'à très tard le soir parce que je travaillais à temps plein. Et puis, ça a été une gymnastique en fait. Une Ouais. gymnastique. Et même maintenant, j'ai du mal à me coucher tôt. J'ai une tendance à coucher ma fille, à vouloir faire quelque chose. Des fois, j'ai rien à faire ou je devrais le faire, mais je peux le faire à un autre moment. Et non, il y a une. Ça a Tendance au développé d'autres travail réflexes. C'est une tendance. tard le soir. C'est ça. Mais c'est voilà. Puis, je crois que la soutenance, j'appréhendais ce moment, mais j'ai trouvé ce jour formidable. J'ai adoré ce jour. J'avais l'impression, j'étais stressée comme tout le monde, mais à un moment donné, j'avais l'impression que c'était une conversation. Des fois, je n'étais pas d'accord, bien sûr, Ouais. avec les membres du jury, mais c'est pas grave. On pouvait parler de la même chose et voilà. Parce que, après parler de ça à la famille, c'est un peu Oui. compliqué. Mais j'ai eu ce même sentiment Ouais. avec le jury c'est plus une conversation et une discussion qu'on a plutôt qu'une évaluation. J'avais l'impression qu'on était presque pas au même niveau, faut pas Oui. déconner non plus, mais que c'était plus un dialogue et un approfondissement du sujet plus Tout à fait. que vraiment une évaluation stricte où ils vont me dire bah non c'est pas ça. Mm.
C'est un échange, en fait. Oui. T'as 12. Allez. Bon, il n'y a plus de mention, donc voilà. Voilà, c'est Mais c'est toi qui as choisi tes membres du jury ou c'est ton école doctorale Ça a été un peu, disons. Un peu des deux. Oui, les deux, ouais. Oui. Ok. Mais non, mais c'était très bien choisi. J'ai beaucoup aimé. Puis bon, par moments, j'étais pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est chouette aussi de pas être d'accord. J'ai essayé de démontrer que j'avais raison. Ils écoutent pas. Je vais pas le renvoyer. Le lien. Ok, écoutez, est-ce que vous avez quelque chose que tu voulais rajouter sur tout ce qu'on a raconté depuis le début? Non, je voulais vous remercier de m'avoir invité et puis d'avoir montré un intérêt particulier au sujet de ma thèse et puis aussi à mon pays natal, l'Argentine. Bah écoute, de toute façon, c'était hyper intéressant. Merci à toi d'être venu, hein, c'est super. Bon, on n'a pas tout à fait fini, hein, il nous reste encore 2-3 choses à faire. Oui, mais moi aussi, hein, ça m'a fait très plaisir d'écouter et je pense que c'est un défaut qu'ont tous les doctorants, c'est-à-dire qu'ils sont curieux de tout et que rien peut les intéresser. Donc vraiment, c'est pas vraiment un défaut. C'est pas un défaut. Et je ne suis pas doctorant. C'est une qualité. Mais oui, très intéressant. Et moi, j'y connaissais vraiment rien du tout. Ouais. Scientifique, sciences naturelles, donc vraiment pas du tout mon domaine. Mais c'est aussi intéressant, justement, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller vers des sujets sur lesquels j'y connais vraiment rien que sur ceux sur lesquels j'ai 2-3 que je connais un petit peu, même si pour l'instant j'ai vraiment eu aucun sujet où j'avais des connaissances. Mais déjà, ça nous force à nous intéresser à des choses sur lesquelles on ne serait pas posé de questions. Déjà, moi, c'est tout con, mais ça m'a fait poser la question, il y a eu quoi comme président entre De Gaulle et Mitterrand parce que ouais, c'est ça. Tout à l'heure, on était sur Internet en train de se demander, alors, les présidents de la 5e République, au secours. Donc, non, mais ça... Et puis, c'est toujours assez intéressant de voir à quel point ça brasse large, en fait, rien qu'une thématique, du coup, en langue et littérature étrangère, hispanophone, va toucher aussi de la philosophie, de l'étude, des choses qui me touchent plus par l'audiovisuel et la diffusion d'articles, etc. Donc, c'est assez chouette. C'était cool. Ouais. Ben, merci beaucoup. Mais y a pas de souci. Bon, normalement. C'est moi qui lance ton interro. Bah, c'est à toi de le lancer maintenant, oui. C'est l'interro de Roro. Désolée pour ce mauvais jeu de mots de Jean. C'est l'interro de Robin. Du coup, Gabriella. Oui. Dans l'idée, je dois résumer un peu tout ce que tu as dit, ouais. Si possible dans une phrase concise, de ta thèse. De ce que j'en ai compris, tu as du coup essayé de chercher la manière dont se réapproprier les faits, les presses argentines sur la venue du coup de président français de la 5e République au XXe siècle en Argentine. Bravo. Parfait. Du coup, l'analyser d'un point de vue social et politique, bien sûr. C'est parfait. Ben voilà. Donc, voilà, j'aurais pu le rajouter au résumé de la thèse. Heureusement qu'on l'a pas, malheureusement, on l'a pas fait avant ce podcast, mais bon. Un jour, peut-être, quelqu'un nous citera dans sa tête. Dans les remerciements. Merci, ouais. taisez-vous. Ah, mais je peux le faire, j'ai pas encore écrit mes remerciements. Ah, t'avais décidé. Allez. Tu peux les rajouter. Mais oui, je les ai pas. Non, mais je dois rendre ma thèse dans moins d'un mois et j'ai toujours pas écrit mes remerciements, mais c'est pas grave. Bah écoute. Oups. Mais on mettra. Moi, je rêve du jour où quelqu'un finira sa thèse en disant. Et pour résumer, pour citer du coup Robin de Taisez-vous, il a dit ça, voilà. Bah, je vais marquer du coup. Mais faut marquer c'est tout ce que je vais écrire. Du coup, signé Robin. Donc du coup. Donc pour terminer ce petit podcast, on fait toujours un dernier tour de table sur des recommandations culturelles. Alors je sais pas si quelqu'un veut commencer. Parmi vous, ne vous lancez pas. Hein, bon. Alors, vas-y. C'est pas très très culturel, mais c'est récent, c'est d'actualité. Donc il y a un film sur Netflix pour ceux qui sont passionnés d'Argentine, un film un peu, une comédie qui s'appelle L'effet Grélon, voilà, de Marco Carnevale, et avec un acteur assez connu qui s'appelle Guillermo Francella. Voilà. Donc, et puis tout à l'heure, j'ai cité un livre, il est en espagnol, mais qui s'appelle ¿Qué es el peronismo? D'Alejandro Grimson, pour les hispanophiles, voilà, peut-être. Voilà, vous allez trouver des réponses. Ok. Laura, t'as quelque chose ou pas du tout? Alors moi, j'ai des choses, pas des choses en lien avec le podcast d'aujourd'hui. Parce que depuis ce matin, je re-regarde des vidéos de Dans ton corps de Julien Méniel. Ah oui.
qui est du coup le frère d'Adrien Méniel, qui fait le Floodcast avec Flaubert, pour la petite histoire. Et les 2 derniers épisodes que j'ai regardés étaient hyper intéressants. Donc celui de ce matin que j'ai regardé, c'était sur les effets du changement climatique sur la santé. Ok. Donc ça, c'était un peu l'épisode pas très drôle, pas très fun, mais qui du coup est très informatif sur qu'est-ce que les dérèglements climatiques vont avoir comme influence sur notre santé, parce que ça va libérer plein de bactéries, virus par le permafrost, le changement du climat, etc., les maladies, la famine et compagnie. Et bon, pour une note un peu plus légère, il y en avait une. Le 2e épisode que j'ai écouté, c'est sur l'orgasme d'un point de vue biologique. Ah, trop bien. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà, c'était ma petite reco. Jour-nuit, un petit peu. Bon, moi, je veux pas vous recommander quelque chose de neuf, mais au final, j'ai quand même trouvé un lien, puisque c'est un album sorti en 2018, qui s'appelle du coup Con Todo El Mundo, et qui est un album de Juan Bing, alors que je pensais qu'ils étaient hispaniques, mais pas du tout, ils sont texans. Mais voilà, il y a beaucoup d'influences de plein de pays dans leur musique, et notamment du coup d'Amérique latine, je trouve. Et voilà, c'est super sympa, c'est très souvent... et voilà, j'ai lancé la musique, bien évidemment. C'est très souvent instrumental, beaucoup de guitare, batterie, et vite fait quelques synthés, ambiance sonore derrière. Moi j'adore, ça s'écoute pour travailler, pour se détendre, en soirée, dans tous les contextes. Donc voilà, je vous recommande ça, et notamment du coup le morceau August 10, qui est le morceau par lequel j'ai découvert ce groupe. Et je ne me demandais pas d'épeler le nom du groupe maintenant que j'ai fermé mon téléphone, parce que je n'y arriverai pas. Okay. Mais voilà. Et ben super, mais merci Gabriella d'être venue. Merci à vous. Et merci. Mais pas de souci. Alors, si vous avez aimé cet épisode, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tiens, Laura, un terreau, qu'est-ce qu'on peut faire si on a aimé cet épisode? Alors, si on a aimé cet épisode, on peut l'écouter sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc., etc., etc. Il y a aussi une chaîne YouTube et un Instagram, taisez-vous. Alors, chaîne YouTube, non. Ah, tu l'as plus? Non, là, on le met plus. Tu le mets plus? Bon, il y avait une chaîne YouTube, fait un temps. Donc, l'Instagram qui est essentiellement rempli par Jean, qui n'est pas là aujourd'hui. Et il y a aussi un Discord où on peut retrouver tous les thésards qui viennent donner des informations complémentaires et à qui on peut venir poser des questions sur leur sujet de thèse, pour si jamais on a d'autres questions, ou de façon informelle si on veut juste jouer, parce qu'il y a des trucs de jeu aussi pour ceux qui veulent jouer. On va essayer de relancer un peu ce Discord, ouais. Bah, voilà. On peut faire autre chose que juste poser des questions, et il n'y a pas de questions bêtes, donc si vraiment vous avez des questions même très naïves, vous avez le droit de poser des questions au thésard. Voilà. Laura s'est un peu occupée aussi, du coup, entre-temps, hein, on fait de la pub pour le Discord, mais de mettre un peu plus de fonctionnalités et de pouvoir éventuellement, si jamais des gens cherchent j'allais dire cobayes, c'est pas du tout le bon terme, mais si jamais des personnes veulent participer, du coup, à des études de recherche. À des études de recherche, voilà. Pouvoir poser aussi des annonces, si vous voulez être mis en contact avec d'autres personnes sur des sujets semblables aux vôtres ou non. Voilà, ce Discord sert un peu à tout ça. Il sert aussi, du coup, à aller chercher pour les autres podcasts d'Audio Mori des informations, notamment, du coup, toujours dans les bons coups et Divine Féminine. Quoi d'autre? Il faut aller noter les épisodes si vous avez aimé. Et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Maintenant, et Spotify, je sais, je l'ai fait. Ah, c'est gentil. Parce que moi, j'ai pas Apple Podcast, parce que je suis pas fan d'Apple. Moi, j'ai mais c'est quand même bien pratique Apple. Mais bon, bref, c'est un autre combat. Et voilà, mais je crois qu'on a à peu près tout dit, partagé autour de vous, machin, bidule, blabla. Enfin, vous savez tout ça. Peut-être que le Patreon sera créé d'ici là, puisque je suis actuellement en train de le faire pendant qu'on enregistre. Donc quand ce sera diffusé, peut-être qu'il sera là, où on peut donner d'un montant plus ou moins élevé pour nous servir à financer le podcast, pouvoir aller faire des interviews, etc. etc. Voilà, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit. Oui. Ouais. Il est temps de se dire au revoir. Ouais, au revoir. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de Taisez-vous. À bientôt. Salut.